On est drôlement heureux d'accueillir notre ami Mathieu Ricard qui vient vivre une rencontre intime avec nous à la Maison des leaders pour réfléchir à l'altruisme. Alors on vous invite à l'écouter et à vous joindre à nous pour ce dialogue avec lui. Bonne rencontre. Au départ, j'avais simplement l'intention de montrer que l'altruisme véritable existait, un peu pour contrecarrer cette vision pessimisme, de syndrome du mauvais monde, hein, que la nature humaine est fondamentalement mauvaise et qu'on ne peut rien en espérer. Et montrer aussi qu'on pouvait le cultiver, parce qu'il ne suffit pas qu'il soit là en potentiel, mais qu'on peut le cultiver sur le plan personnel, sur le plan de la société. Mais ce faisant, je me suis aperçu que beaucoup plus de choses que j'aurais imaginées étaient directement liées à ce dualisme entre l'altruisme et l'égoïsme. L'altruisme, c'est une motivation, c'est une intention, c'est le désir d'accomplir le bien de l'autre. Et c'est aussi, bien sûr, quelque chose qui doit être traduit en action dans la mesure du possible. Alors, l'action est nécessaire quand elle est possible, mais si jamais, pour des raisons de circonstances, on ne peut pas le mettre en action, la motivation reste altruiste. Donc, ce n'est pas uniquement de l'action. Alors bien sûr, il peut y avoir des simulacres, mais aussi donc, les études scientifiques ont montré, en dehors du fait que nous-mêmes, dans notre propre existence, on peut le vérifier, que l'altruisme véritable existe. Et donc l'idée que nous sommes, que quoi qu'il arrive, il y a toujours une motivation égoïste dans le fond des choses, c'est une sorte d'a priori qui n'a jamais été corroborée, c'est ça que j'essaie de montrer dans 900 pages, par aucune recherche. L'altruisme est beaucoup plus courant qu'on le pense, la banalité du bien, que l'enfant est naturellement coopérateur, qu'on a pu montrer que les enfants préfèrent les gens altruistes que les gens qui se nuisent les uns aux autres, etc. etc. Donc c'est plutôt bon signe, mais en même temps, il faut aussi envisager qu'il y a des défis à notre époque, et des défis considérables, et certains défis sont tout à fait nouveaux, pour les défis de survivre et de pourvoir à nos besoins, évidemment, ont toujours existé. Le souhait de s'épanouir dans l'existence a toujours été le nôtre, hein, à pouvoir accomplir nos aspirations les plus chères pour s'épanouir dans l'existence. Mais il y a un défi nouveau auquel nous sommes trouvés confrontés presque par surprise, c'est l'impact que nous avons sur la planète et sur l'avenir de l'humanité. Il est vrai que si on a, au moins conceptuellement, on voit que le fait d'accorder de la valeur à autrui et d'avoir davantage de considération pour l'autre, ça permet, sans discontinuité, d'envisager les 3 échelles de temps. C'est-à-dire que vous avez, essayé d'avoir une économie plus positive, plus solidaire, d'avoir des meilleures conditions de vie au travail, dans la société, de remédier à la précarité, à la précarité au sein de la richesse, aux inégalités dans le monde, sortir 1,5 milliard de personnes de la pauvreté, tout ça c'est dans les années à venir. Et puis d'avoir de la considération pour les générations à venir, parce que malgré tout, hein, on décide aujourd'hui du sort pas seulement de 7 milliards d'êtres humains, mais des milliards et des milliards et des milliards qui vont suivre. Ils n'existent pas, certes, mais ils vont exister, ça c'est sûr. Je crois que c'est plutôt qu'on a besoin d'aide pour reconnaître ces différentes composantes dont nous avons tous le potentiel, parce que la bienveillance inconditionnelle vis-à-vis d'un être cher, d'un enfant, nous savons ce que c'est. Hein, la compassion qui n'est pas forcément de la détresse, mais vraiment souhaiter de tout cœur qu'une personne qui souffre ne souffre plus. Mais nous avons aussi des moments de détresse empathique, et donc bien reconnaître les tenants, les aboutissants de tout ça, une sorte d'alphabétisation des émotions, c'est essentiel pour mieux savoir gérer ces émotions. Sinon, vous êtes submergé sans trop savoir ce qui se passe. Et donc, 10 semaines, ou 8 semaines, je crois, 40 minutes, 3 fois par semaine. Et pendant ces 40 minutes, des éducateurs qui ont été formés vont faire, par exemple, l'exercice de pleine conscience. Les enfants vont être allongés par terre, même un galet ou une ours en peluche sur la poitrine, et puis ils observent leur va-et-vient du souffle, ça permet de regarder un peu à l'intérieur. Et puis s'ils ont des émotions fortes, hein, si un enfant pleure, eh bien l'éducatrice appelle cet enfant, puis un de leurs amis, et ils se mettent face à face, et ils demandent d'abord à celui qui pleure qu'est-ce qu'il ressent, ensuite à l'autre qu'est-ce que ton ami ressent, il dit il est triste, et puis oui, mais comment ça? Je ressens ça là, de fait que lui il est triste, moi je ressens ça ici. Donc une sorte d'éveil aux émotions de l'autre.
Ensuite, des exercices où ils travaillent ensemble, ils doivent coopérer pour atteindre un but qui a été fixé. Ils plantent des graines de l'amitié qui vont germer pendant les 8 semaines. Donc, ils s'en prennent soin tous les jours, ensemble. Donc, comment on prend soin des graines, il faut prendre soin de l'amitié. Puis à la fin, chacun donne sa pousse à l'autre. Ils échangent, etc., etc. Il y a plein de choses comme ça. Et au bout de 10 semaines, on s'est aperçu que ça dépassait ce qu'on attendait de ça, parce que d'abord, les comportements prosociaux en général ont considérablement augmenté. Et puis, il y a un test que j'aime bien raconter, c'est le test des autocollants, pour montrer à quel point il y a des discriminations chez les enfants. Donc, on leur donne une série d'enveloppes avec la photo de leur meilleur ami dans la classe, de leur moins bon ami dans la classe, d'un enfant inconnu et d'un enfant malade. Et puis, on donne des petits autocollants. Et voilà, tu vas les donner, tu les mets dans l'enveloppe que tu choisis. Donc, une cinquantaine d'autocollants à peu près. Donc, au début, ils donnent tout à leurs meilleurs copains ou copines. Hein. C'est ce qui se passe. Mais au bout de 8 semaines, c'est beaucoup plus, ça a dépassé les espérances parce que ce n'est pas simplement que ça a légèrement diminué, c'est que c'est vraiment au niveau. C'est-à-dire qu'ils donnent exactement le même nombre aux 4 catégories. Plus de discrimination. Donc, il y a de plus en plus d'instructeurs maintenant qui vont vers cette idée de cultiver la bienveillance avec la pleine conscience dès le départ comme un objectif important. Il y a une initiative dans l'université d'Emory qui aussi traite des enfants qui sont dans le foster care, c'est-à-dire qui sont placés dans des maisons, qui sont des enfances très difficiles. Il y a des résultats extraordinaires sur la transformation de comportements moins violents, d'ouverture, ils voient une opportunité de s'épanouir dans l'existence, alors qu'ils étaient très amers et tout. Et dans beaucoup de domaines maintenant, je crois que on était avec le groupe de Mind & Life là, après cette rencontre sur l'addiction. On a fait une tournée à Singapour et à Hong Kong. Et celui qui est l'interprète du Dalai Lama, mais qui aussi là-bas présentait en son propre nom, a fait une présentation en disant « Compassion, the next big thing ». C'est-à-dire que dans le domaine de l'éducation et de l'intervention, il semble qu'effectivement, c'est ce qui est en train de monter à la surface comme une intervention extrêmement constructive.